Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de BF1 et de Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous sommes à un Presse Éco avec une actualité surabondante. Malgré tout, quelques sujets ont été donc choisis, les plus poignants, disons. Premier sujet, il s'agira donc des match-meetings sur toute l'étendue du territoire, des match-meetings anti-UTS lancés par les syndicats. Nous allons donc en parler. Et puis, second sujet, il s'agira de l'affaire François Compaoré, le décret d'extradition qui vient d'être signé par le Premier ministre français. On va donc évoquer ce sujet-là. Et puis, dernier sujet au plan national, il sera donc question du congrès, du 3e congrès ordinaire du Mouvement pour le peuple et le progrès, MPP, qui a vu la reconduction donc, de Simon Compaoré, intérim devenu maintenant titulaire donc, du poste de président de ce parti-là. Nous allons donc en parler avec mes invités. Puis en international, ce sera la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara qui annonce son retrait à la course au 3e mandat, donc à la présidentielle ivoirienne. Nous allons évoquer ce sujet-là avec mes invités. Premier invité, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est président du CRIC, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, Évariste Faustin Consebo, il est donc chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste, d'être sur ce plateau. Et puis, juste à sa droite, Mamadou Ali Compaoré, les journalistes, présentement à Siloya. Voilà, merci d'être sur ce plateau. Nous allons, et puis, dernier invité, il s'agit de Parfait Silga, il est analyste, journaliste et analyste. Merci à vous tous de nous suivre. Mais on commencera avec quand même ce sujet-là qui est un sujet d'actualité. Il s'agit donc de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, 8 mars, comme on aime à le dire. Alors, 173e Journée internationale donc, des droits de la femme. Sur le thème international, c'est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Mais au Burkina Faso, le thème, bien sûr, pour coïncider avec le contexte, crise sécuritaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? Et puis, on parlera d'une initiative qui a été lancée par des femmes, intitulée « Ici, on célébrait le 8 mars autrement », qui a consisté en la collecte de fonds, de moyens, d'habits, etc. Bien de choses pour venir, en tout cas au profit des femmes déplacées. Alors, nous parlons de ce sujet-là. 8 mars, Ali Mamadou Compaoré. Bon, 8 mars, c'est une fête. Il faut d'abord reconstituer dans son contexte, parce que Maître de Tambela donnera beaucoup plus d'informations, j'espère. Ça commence d'abord avec des femmes ouvrières aux États-Unis qui luttent pour une meilleure égalité dans le traitement entre hommes et femmes. Donc c'est d'abord une fête, c'est pas un truc festif, c'est quelque chose sur les droits humains. Bon, donc c'est quelque chose d'assez important. Dans notre pays, c'est sous la Révolution, avec Thomas Sankara, que cette célébration a pris beaucoup d'envol. Donc aujourd'hui, on ne peut que souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Elles sont une grande majorité. Elles participent beaucoup à la vie dans les familles. Elles participent beaucoup à la vie économique et sociale du pays et puis du monde entier. Bon, malheureusement, on a remarqué que c'est beaucoup plus le côté festif qui est mis en avant et c'est assez dommage. Au Burkina Faso, c'est la question de la sécurité, la résilience. On a remarqué que les femmes peinent beaucoup dans les zones de guerre. Elles sont souvent prises pour esclaves sexuels, pour faire les petits ménages, ça et là. Et ça aussi, il faudra qu'on se batte énormément pour que l'autre moitié du ciel puisse avoir une très bonne place à côté de l'homme, à côté de l'humanité, tout simplement parce qu'elles font partie entière et entièrement, elles font partie à l'humanité. Il faut souhaiter que cette femme-là, et cette fête-là du moins, ne soit pas une fête purement folklorique. Je reviens sur l'initiative qui est portée pour trouver des moyens pour venir en aide aux femmes déplacées. C'est une belle initiative que tous les Burkinabés devraient adopter afin que ces femmes-là qui se trouvent dans des situations difficiles puissent avoir, ce ne sera pas peut-être le grand soir, mais au moins savoir qu'elles appartiennent à une communauté et que nous pensons aux plus faibles d'entre nous. Évariste Faustin Consebo, peut-être régler un peu le problème de la compréhension des choses. Il s'agit d'une fête ou d'une commémoration des droits de la femme? Ça dépend sous quel tropique vous vous situez. À ma connaissance, en Occident, où la fête même, enfin où l'événement a été marqué, le 8 mars. D'abord, c'est même pas férié, si je m'abuse, dans certains pays, et c'est beaucoup plus le symbole. Comme il l'expliquait, c'était une lutte pour obtenir des droits. Bon, maintenant, si vous ramenez ça, le continent africain, c'est autre chose, parce que très souvent, on assimile ça
à une fête. Ensuite, il n'y a pas, on ne voit pas vraiment le côté de réflexion, le côté vraiment promotion. Ce n'est pas souvent mis en avant. Mais maintenant, c'est vrai que pour notre pays, quand on regarde le contexte actuel, il y a le terrorisme et les femmes sont touchées quand même. Parce que je me souviens, lors d'une attaque où il y a eu quand même une trentaine de femmes qui ont perdu la vie, ça c'est un nouveau phénomène. Avant, peut-être, ces phénomènes-là, il y avait d'autres problèmes qui étaient liés certainement à la culture, aux mentalités, aux traditions. Donc maintenant, il y a un nouveau front qui vient d'émerger. C'est les problématiques qui sont liées en fait au terrorisme et ça, il faut déplorer. Et maintenant qu'il y a une initiative qui met l'accent sur ça, on ne peut que louer. Voilà ce moi je peux dire sur ça. Maître? Oui. Alors, 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Au Burkina, on parle plutôt des questions sécuritaires, la résilience de la femme. Il y a une initiative des femmes pour venir en aide à ces femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps ou qui sont simplement en train de errer sur le territoire. Une initiative pour récolter des fonds, etc. Oui, c'est ce que je viens d'apprendre. Maintenant, est-ce que c'est la majorité des femmes qui adhèrent à ce principe-là ou bien est-ce que c'est une minorité? Parce que jusque-là, au Burkina Faso, le 8 mars se résume au pain du 8 mars. Voilà. Vous allez voir dans les foyers, dans les services, etc., que je n'ai pas eu mon pain du 8 mars. C'est ça la revendication principale des femmes. C'est-à-dire, c'est la fête. Alors que comme Ali l'a souligné, en Occident, le 8 mars passe inaperçu. On ne fait pas de fête. Donc, l'origine du 8 mars, c'était des luttes. Et il faut le rappeler, l'année internationale de la femme, qui a été organisée pour la première fois en 1975 à Mexico, a été organisée par des hommes. Donc, il ne faut pas croire que les hommes ne se préoccupent pas du sort des femmes. Voilà. Maintenant, si les femmes revendiquent l'égalité, le quota genre, tout ça, etc., elles de montrer qu'elles peuvent être autre chose que la chosification dont elles se réclament. Parce que jusque-là, le 8 mars tel que c'est fêté jusque-là avec les fêtes, les folklores, etc., c'est la chosification de la femme. Et la majorité des femmes adhèrent à cette idée-là. C'est-à-dire qu'elles acceptent d'être des choses. Or, elles voudraient maintenant, certaines voudraient faire croire qu'elles voudraient maintenant être des sujets de l'histoire et non des objets de l'histoire. C'est à elles de montrer qu'elles peuvent être des sujets de l'histoire, à montrer qu'elles peuvent aussi s'insérer dans le monde de la création, de l'innovation, de l'invention. Et plutôt que d'être des objets, n'est-ce pas, de plaisir, de fêtes, etc., de djandioba, de pain de 8 mars, etc. Cette histoire de pain de 8 mars, là même, je me demande s'il ne faut pas revenir là-dessus, parce que ça dénature un peu la journée de la femme, qui est la journée, n'est-ce pas, des droits de la femme, et pas la fête de la femme. Ça, c'est important. C'est une journée internationale des droits de la femme. Et sur ce plan, je pense qu'il y a beaucoup de conquêtes encore à faire. D'accord. Alors, on parle d'une problématique aussi importante, c'est le droit, dont on parle des droits de la femme, le droit politique de la femme. Aujourd'hui, on parle de l'élection ou de la participation politique des femmes. Et il y a dans le nouveau code électoral, les femmes ont eu certainement un acquis en termes de disposition pour améliorer en fait la question du quota. Alors récemment, on a vu à la CENI bien sûr des femmes qui ont été donc en rencontre avec le président de la CENI autour de l'enrôlement. Il ressort que sur 400 000 personnes enrôlées dans les 2 premières sous-zones, les femmes ne représentent que 152 000 à peu près, et ça fait 38%. Alors la question c'est de dire participation politique de la femme inscrite dans les textes, oui, mais qu'est-ce qui fait défaut? Quel est le problème? Non, il faut dire par rapport à la participation politique des femmes que le plus souvent on a entendu un discours où on mettait en fait à l'index les hommes politiques en disant les femmes sont utilisées comme bétail électoral, mais quand il s'agit effectivement de les placer comme candidates, quand il s'agit de les nommer à des postes de responsabilité, bon, là, tout le monde hésite. Mais moi, je dirais, pour ce premier point, il faut que les femmes sachent que c'est un combat. Personne ne va leur donner, en tout cas, ces droits politiques-là sur un plateau d'argent. Il faut que les femmes se battent, il faut que les organisations se battent pour obtenir ces droits. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui me semble important quand on parle aussi du 8 mars, c'est de se demander, mais
toutes ces célébrations qui ont été faites, toutes ces commémorations qui ont été faites depuis des années, quel bilan on tire? Alors, quand on dit, bon, sur le plan économique, sur le plan de l'autonomisation économique des femmes, sur le plan des droits politiques, sur d'autres plans, quel est le bilan qu'on peut tirer après plusieurs commémorations en fait? Même si on prend même depuis la Révolution, quels sont les bilans? Quel est le bilan? Quelles sont les actions qu'on peut mener? Aujourd'hui, on dit effectivement qu'il faut plus mettre en avant le côté réflexion, mais effectivement, dans ce côté réflexion, il faut mettre en avant effectivement les actions qui ont été menées et quelles sont les insuffisances qui restent à tirer. Merci. Mais pour dire une chose, il ne faut pas aussi, on est quand même dans le contexte du Burkina, il ne faut pas qu'on insiste pour dire que la fête, ça doit être la réflexion. La fête, c'est aussi la fête, c'est aussi, il faut qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable, parce que ça aussi, nous sommes dans un contexte précis. C'est une forme de résilience aussi. On n'est pas dans un contexte occidental où effectivement ce sont les droits de la femme qui sont mis en avant. On est dans un contexte du Burkina et il faut le rappeler. Oui, justement, quand on parle de résilience, on n'est pas mieux résilient. La fête, c'est aussi le moment de sortir de son stress quotidien, de ses difficultés quotidiennes. Pour moi, les deux aspects-là peuvent effectivement tenir pour le D'accord. Bonus. Merci à vous. On va continuer cette émission avec donc le sujet sur les marches meetings anti-UTS. On en a parlé la semaine dernière. Les marches ont eu lieu. Vous avez pu le constater sur l'étendue du territoire. On va donc prendre une ambiance de ces manifestations-là à Ouagadougou. Pour la présente marche, l'itinéraire habituel souhaité n'a pas été approuvé par les autorités pour des raisons de sécurité. Les organisations syndicales se sont résolues à modifier leur trajectoire. En réponse, elles n'ont pas lésiné sur la mobilisation. Alors que la tête de la marche contournait le rond-point de la bataille du rail, les derniers marcheurs étaient toujours à la Bourse du Travail. C'est la phase offensive de la guerre contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités dans la fonction publique. Il faut comprendre que ce peuple, ces travailleurs sont déterminés. Nous sommes déterminés jusqu'à la victoire finale. Non, on ne paye pas impôt. Non, on paye impôt. Moi, je paye 300 000 francs par an. On va dire qu'il ne paye pas impôt. Pour ça, on va augmenter que je refuse. Je paye impôt. On paye impôt. On veut augmenter ça, on dit non. Mais est-ce que l'UTS va pas contribuer à... Est-ce que l'UTS va pas contribuer à lutter contre le terrorisme comme le MPP? Terrorisme, hein? Terrorisme, on sait comment on peut lutter contre ça. C'est eux les terroristes. C'est eux les terroristes. Ils sont en train de nous terroriser. Nos enfants meurent de faim. Nos femmes meurent de faim. C'est eux qui nous terrorisent. Dans les rangs, des manifestants qui ne sont pas directement concernés par l'impôt unique sur les traitements et salaires. Ils sont solidaires des travailleurs frappés par cette mesure fiscale. Parce que si on réduit les salaires des autres, que vont devenir nous les aides ménagères? Comment est-ce qu'on va pouvoir survivre? Donc nous, on accompagne nos patrons pour que eux, s'il y a satisfaction, que nous aussi, nous soyons à l'aise. L'indemnité de logement, qui d'ailleurs ne suffit pas pour louer une maison, par exemple, à Ouagadougou, et qui grouille, qui enlève quelque part pour compléter. Et après, on vient diminuer sous prétexte que c'est une contribution à l'impôt et au développement du pays. Pendant ce temps, ceux-là même qui disent que d'imposer, eux-mêmes ils ne payent pas. Vous voyez, c'est injuste. Des mesures injustes, des politiques publiques impopulaires, voilà ce qui est dénoncé sur cette marche dans les rues de Ouagadougou. Des dénonciations adressées directement à la représentation nationale et à l'exécutif. Au gouvernement, pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple. De la Bourse du Travail au rond-point de la bataille du rail, les marcheurs ont ensuite arpenté l'avenue Oumarou Kanazoé pour rejoindre l'avenue du Mogo qui débouche sur Bassawarga avant de revenir à la Bourse du Travail. Ici, les manifestants sont tombés des nues suite à cette révélation du président de mois des syndicats des finances. Il perçoit par mois 2 940 705 francs. Exactement, voilà ça. 2 940 705 francs qu'il reçoit par mois.
Le nom, vous le connaissez très bien. Celui qui emploie les gens là, c'est quel ministre? Ça vous regarde. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Alors que normalement, ce ministre devait percevoir la somme de combien? De 1 155 000 francs par mois. 1 155 000. Faites la différence entre 2 940 705 et 1 155 000. Le reste là, un jour ou l'autre, le peuple va les réclamer cela. En attendant ces réclamations, la priorité reste la suppression pure et simple de l'UTS sur les primes et indemnités chez tous les travailleurs du public, du privé et du parapublic et le remboursement des coupures déjà opérées. Alors voilà, vous venez de suivre donc cette manifestation à Ouagadougou, mais qui a été aussi une manifestation à Bobo-Dioulasso, à Banfora, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, avec la même mobilisation, la même ferveur. Alors la question de l'UTS aujourd'hui, quand on voit là, ce sont les travailleurs donc de l'administration publique, est-ce qu'on court vers un blocage total de l'administration au Burkina Faso? Mais moi, je suis un peu partagé, parce que j'ai entendu la dame dire qu'elle payait des UTS, elle payait même 300 000 par an. Elle dit qu'elle paye des impôts. Des impôts et tout. Bon, il y a d'autres Burkinabés qui... Je suis aussi Burkinabé, je paye des UTS depuis 26 ans, très élevés, mais... Bon, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, hein, tel que le problème est très complexe et très compliqué à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que... on demande à d'autres pays, ça pose problème. Mais quand on regarde effectivement... C'est cette question de justice et d'équité qu'on a toujours posée. Parce qu'on a des deux catégories de Burkinabés, d'autres qui payaient. Et maintenant, il y a une autre catégorie qui n'en payait pas. Maintenant, le gouvernement dit qu'il veut rétablir. Mais qu'à cela ne tienne, hein, moi déjà, c'est le problème que j'ai quand je vois ça. Maintenant, je note, c'est vrai que j'ai vu, il faut les féliciter pour quand même la grande mobilisation. Et je constate qu'il déborde un peu le cadre corporatiste. Quand on regarde, par exemple, lors de la marche, il y a 5, je sais pas, les motifs en fait, qui étaient affichés. Il y en a 5, hein, suppression de l'UTS, respect des libertés démocratiques et syndicales, arrêt du pillage des ressources du pays, garantie des droits de la sécurité qui concerne tout le monde. Enfin, quand on regarde tous ces thèmes-là, je me demande, est-ce que c'est l'arrêt de l'élargissement de l'UTS qui a mis tout ce monde-là dehors, ou ce sont les autres points? Moi, je suis arrivé à me poser cette question. Et j'avoue que là-dessus, je réfléchis toujours, je ne comprends pas. Alors, mais est-ce que c'est pas l'UTS qui est comme le ferment de tout ça? Parce que les autres points sont connus depuis longtemps, mais il n'y avait pas, disons, des manifestations. Oui, mais c'est pernicieux, parce que si on dit que c'est l'UTS parce que ça vient diminuer leur pouvoir d'achat, mais en même temps, ils vous avancent, par exemple, ils vont citer des cas où des gens perçoivent des sommes qu'elles n'auraient pas dû percevoir. Donc, ça vous ramène encore aussi la question de la gouvernance aussi qui est là. Donc, je ne sais pas, j'avoue que... Mais est-ce que l'administration ne sera pas justement... Parce que là, c'est un bras de fer entre l'État, entre le gouvernement et les syndicats, parce que ce sont là les travailleurs. On a coutume d'entendre dire, oui, ce sont 150 000 personnes qui bloquent le pays, 200 000 personnes, mais est-ce que l'administration ne sera pas ainsi bloquée en attendant, bien sûr, la grève générale du 16 Pour répondre à votre question, moi, pendant longtemps, par rapport aux révolutionnaires, j'ai beaucoup débattu, posé des questions, et je suis content que Maître de Tambela soit là, parce que je n'étais pas d'accord sur la lecture même de la société et sur laquelle les révolutionnaires burkinabés sont fondés. Parce que j'ai vu, quand vous regardez, c'est quoi? C'est des fonctionnaires. Ils s'en sont pris aux fonctionnaires, les salaires et autres. Tout. Mais c'est après qu'on comprend que, c'est vrai, ils ne sont pas beaucoup, mais c'est une minorité organisée. Et qui a même, parce que c'est eux qui ont l'appareil de l'État, comme on dit, et ils peuvent bloquer, ils peuvent paralyser. Ce qu'il faut déplorer, et c'est vrai, hein, j'avais osé espérer que le Premier ministre allait se mettre en marche. Parce que déjà, nous sommes dans un contexte très dégradé. Avec l'histoire du terrorisme, il y a eu des effets collatéraux sur l'économie qui va déjà très mal. Alors, il ne faut vraiment pas en rajouter, quoi. Donc, l'immobilisme, en fait, des autorités, en fait, je trouve ça vraiment incompréhensible. Parfait, Sylvia, qu'est-ce qui peut justifier effectivement le fait qu'il y ait eu cette grande mobilisation et vraiment sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que le gouvernement a peut-être tort là? Non, ce qui justifie la mobilisation, c'est l'UTS. Il ne faut pas... Les autres points dont on a parlé, les libertés démocratiques, la sécurité pour l'ensemble des Burkinabés sont des points connus. Mais à l'occasion
de la généralisation de l'application de l'UTS sur les primes et indemnités, ben, dans le langage syndical, c'est comme un ferment qui vient faire grandir les rangs des syndicats. Et ça c'est un élément qui sonne la mobilisation dans les rangs des syndicats. Donc c'est l'UTS qui provoque tout ça. Ça, il faut le dire. Moi, ce que j'ai dit dans cette affaire, c'est que il va falloir à un moment donné que le gouvernement et les syndicats s'asseyent sur la même table pour parler de cette affaire. C'est tout. Parce que de toute façon, on va regarder dans quelques jours, dans quelques semaines pour voir quel sera l'impact des mesures que les syndicats prennent. Quand on regarde les finances, on parle du mouvement escargot. Il y a d'autres secteurs qui seront certainement touchés. Alors, est-ce que ces mesures que les syndicats vont prendre vont amener le gouvernement à reculer? Bon, c'est une question qu'on se pose parce que tout cela... Évariste a parlé du contexte actuel qui n'est pas déjà favorable. Donc, si on ajoute à ce contexte-là, ce contexte sécurité difficile, si on ajoute des centaines de millions, des milliards de pertes pour le trésor public au bout de quelques semaines ou de mois de manifestations, vous comprendrez que forcément à un moment donné, il va falloir que le gouvernement se pose la bonne question. La bonne question, c'est de se dire, avec l'application de la loi sur l'UTS, qu'est-ce que le gouvernement gagne? Et qu'est-ce qu'il va perdre dans ces mouvements? Ben, c'est ça la bonne question. Est-ce que quelque mais part, l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est... Il n'y avait pas peut-être ce sentiment pour le gouvernement qu'il n'y aurait pas eu autant de mobilisation, qu'il y aurait peut-être un mouvement timide, etc. Est-ce que ce n'est pas peut-être tout ça qui a amené peut-être le gouvernement à sa question? Non, je ne crois pas. Moi, je pense que le gouvernement sait très bien que sur cette affaire de l'UTS, les choses ne peuvent pas passer comme une lettre à la poste. Parce qu'en fait, il s'agit en réalité de la rémunération. Et tout le monde sait au Burkina que quand tu touches à la poche du Burkinabé, bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il te régale tranquillement. D'accord. Nous sommes dans un contexte précis. C'est un casus belli. Hein. Voilà. Alors, Ali Compaoré. La semaine dernière, on a parlé de cette affaire et puis on avait espéré que entre hier samedi et le samedi dernier, il y aurait eu un compromis, comme l'a souligné Parfait, que le gouvernement et les syndicats se seraient retrouvés autour d'une table pour essayer de voir. Mais on a remarqué que ça n'a pas eu lieu et que finalement le gouvernement campe sur ses positions, les syndicats aussi. Mais la chose qui m'a impressionné, c'est que dans tous les cas, pour moi, je ne croyais pas à une telle mobilisation. Très sincèrement, je ne croyais pas. Mais quand j'ai vu les mobilisations, avec quelques images que j'ai vues à travers tout le pays, même chez moi à Zignaré, à côté de Ouagadougou. Là, on a des images, par exemple, de Bobo Dioulasso. Donc, même chez moi à Zignaré, à côté, la mobilisation était très forte contre l'UTS. Donc, ça veut dire que c'est une mesure qui ne passe pas. Il faudra que le gouvernement essaie de voir avec les partenaires sociaux autour de la question pour que un problème ne vienne pas s'ajouter à notre problème, parce que le pays est déjà en difficulté avec la crise sécuritaire. Donc, pour reprendre une expression que les gens ont employée beaucoup en 2014 pour parler de l'article 37, cet entêtement bovin à tenir l'IUTS peut amener le pays encore dans des situations assez difficiles. Et j'espère que les semaines et les jours qui commencent vont permettre, au vu de la mobilisation quasi nationale, voilà, cette mobilisation quasi nationale va amener les gouvernements, notamment les faucons qui s'y trouvent, à revoir un peu leur copie, surtout quand on sait qu'il y a certains ministres qui ont des salaires pas possibles et tout ça. Mais il faudra... Ali, est-ce que la question de la mobilisation, on a vu par exemple au départ, pour les luttes, pour les mouvements antérieurs, on a vu souvent qu'il y avait une communication, pour ne pas dire une sorte de campagne anti qui se fait dans la presse du côté du pouvoir. Et là, on a vu par exemple aussi une tentative quelque part aussi de dire voilà, l'UTS c'est un impôt, il y a des citoyens qui refusent de payer. Et puis après, on n'a plus entendu parler
les ministres sont rentrés tous dans leur Non, mais on n'a plus vu le gouvernement sur le terrain de la communication. Est-ce que ça voudrait dire qu'ici, cette manifestation sonne, disons-nous, la résignation du Non, on a du parlé de la gouvernement. question de la communication. On en parle toujours, presque à chaque émission, la façon de communiquer de notre gouvernement qui, tout le monde le sait, n'est pas très bonne en ce moment. Du moins, ne produit pas les effets escomptés. On a vu, ils ont tenté de faire mettre les fonctionnaires contre ceux qui ne travaillent pas. Mais ils oublient que quand Parfait Silga reçoit son salaire à la fin du mois, il a son petit frère, l'enfant du cousin, de la tante, il y a l'oncle au village à qui il apporte un peu d'argent en période de soudure. Et il nous est arrivé tous, chacun de nous, d'apporter un sac de mil, de maïs à un parent au village. Souvent, vous arrivez à midi à la maison, il y a un tonton qui est là, qui est malade, il faut lui apporter des choses. Donc, le salaire du fonctionnaire burkinabé, ce n'est pas un salaire pour lui-même, c'est un salaire pour tout le peuple. Donc, quand on tente d'opposer les Burkinabés, les fonctionnaires au peuple, ça ne marche pas. Et puis, deuxièmement, quand on veut faire croire aux Burkinabés que les Burkinabés les fonctionnaires n'ont jamais payé d'ITS, c'est pas vrai. On a toujours payé l'ITS, mais c'est les ITS, si les impôts, c'est ce qui pose problème. Et sur puis les indemnités sur les indemnités et les primes, c'est ça qui pose pour les fonctionnaires. Voilà. C'est ça qui pose problème. À côté de cela, on voit bien entendu que certains présidents d'institutions, quand on regarde les caisses noires qui ont... je ne veux pas rentrer dans tous ces détails parce que ça va donner l'air comme si on voulait faire le procès de certaines personnalités. Non, ce n'est pas leur procès. On ne parle pas d'eux, on parle de la gouvernance. Donc quand on regarde tout cela, on voit très bien que c'est un gouvernement qui tâtonne un peu sa gouvernance et qui n'arrive pas à bien poser les problèmes pour que les Burkinabés les adoptent et afin que le pays puisse avancer. Alors, maître, on est devant la situation. Les syndicats ont fait grande mobilisation. C'est l'administration en général, les douanes, les finances, même la sécurité intérieure. Alors, c'est pratiquement tous les compartiments de l'administration publique qui manifestent, qui sont aujourd'hui en train d'aller vers une grève générale. À quoi on peut s'attendre comme conséquence concrètement? Oui, c'est Ali qui est le seul privilégié de ce plateau. C'est le seul fonctionnaire. Donc je pense qu'Ali peut mieux répondre à cette question. Dans les cabinets, on ne paye pas d'ITS. Si, mais depuis toujours. Depuis toujours. Donc ça fait que chez nous, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Donc, j'ai rappelé que je payais l'ITS, mais pas sur les indemnités. Ce qui se passe, c'est quoi? Il faut savoir. Moi, je me suis posé une question. La mobilisation, ça, je m'y attendais. Parce que la meilleure façon de toucher les gens, c'est par leur portefeuille. Voilà. Même si c'est 100 francs, la meilleure façon de toucher les gens, c'est par leur portefeuille. Donc moi, je me suis demandé, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, quelle est leur représentativité? Parce qu'ils devraient savoir, un député, c'est ça. C'est savoir, n'est-ce pas, quelle loi adopter pour une société donnée, à une époque donnée, pour que ça passe. Voilà. Or, il me semble que cette loi ne passe pas. Donc je me suis demandé, mais les députés, comment ils ont fait leur travail pour savoir que cette mesure n'allait pas rencontrer l'assentiment des gens? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement... Mais à l'Assemblée aussi, il y a quand même la loi de la majorité absolue que le parti au pouvoir a. Donc, Oui, mais ils sont majoritaires, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ils sont majoritaires. Ils auraient dû savoir. Et si ça ne marche pas, ça profitera à l'opposition et non à la majorité. Donc les députés de la majorité auraient dû savoir quelle loi adopter pour qu'il n'y ait pas le ressentiment contre le gouvernement. C'est ce que je veux dire. Et si vous remarquez, par exemple, moi j'ai été le premier à proposer la remise à plat des rémunérations. Si cela avait été fait, ce problème ne se poserait pas. Voilà. Moi j'ai proposé qu'il y ait une conférence nationale pour remettre à plat toutes les rémunérations et on adopte, par exemple, les rémunérations des agents de l'État ensemble et on pose un mémorandum de 5-10 ans avant toute revendication salariale. Mais pourquoi les gens me manifestent comme ça? C'est pour une certaine injustice. Les fonctionnaires estiment qu'il y a une certaine injustice, que certaines catégories de personnes profitent plus que d'autres, etc. Et que c'est par rapport les mêmes qu'on veut ponctionner. Quand on a parlé du salaire de 2 500 000, je ne sais pas qui touche ça, c'est pour ça, c'est l'injustice. Et puis, il faut ajouter une chose. Moi, je n'ai jamais été pour les impôts directs. Parce que les impôts directs, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai toujours proposé les impôts indirects. Cette histoire d'ITS, là, on pouvait régler le problème par la taxation indirecte. Par exemple, la taxe sur le carburant, la taxe sur les produits de luxe,
Il y a plein de produits qu'on peut taxer indirectement, mais sans toucher directement à la poche du consommateur. Mais ils ont fait tout ça. Mais on a eu une augmentation le problème, c'est quoi? du carburant aussi. Non, attendez, non, je vais vous dire une chose, mais sur ce plan, il faut faire très attention. Parce que quand vous augmentez la taxe sur le carburant, vous touchez le petit peuple. Il faut que ce soit progressif. Jusqu'à 10 litres, à un taux donné. Au-delà de 10 litres, un certain taux. Bon, ça va toucher les grands consommateurs. D'accord. Voilà, ceux qui ont les Alors, véhicules la de question, luxe. Oui. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que concrètement le gouvernement pourra tenir face aux Ça dépendra. syndicats. Est-ce qu'il a la poigne nécessaire pour tenir? C'est ça. Sinon, un gouvernement fort peut tenir. Je vous rappelle que, par exemple, Margaret Thatcher, quand il y a eu la grève, n'est-ce pas, avec Arthur Scargill, qui était le président de la puissante fédération des métallurgistes en Angleterre, ça a duré plus d'un an, Margaret Thatcher a tenu. Ronald Reagan, quand il y a eu la grève des aiguilleurs du ciel, ça fait plus d'un an, Ronald Reagan a tenu. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, pour contextualiser, est-ce qu'au Burkina Faso aujourd'hui, le gouvernement Christophe Dabiré peut tenir face aux syndicats quand l'administration est visiblement en train d'être paralysée? Non, ça maintenant, ça dépendra. C'est comme je dis là, je ne crois pas que ce gouvernement ait la poigne nécessaire pour appliquer sa propre politique. Donc par rapport à ça, je ne peux pas me prononcer. Non, je voulais revenir à la rémunération. Je pense que dans la semaine, là, il y a eu un séminaire gouvernemental. Et à la fin, on a compris que le Premier ministre a donné des instructions au ministre de la fonction publique pour remettre le dossier au bout du jour. Voilà, parce qu'apparemment, c'est comme si on l'avait garé quelque part. Mais je crois que si ce dossier, le dossier de la remise à plat des rémunérations, avait abouti, la question de l'UTS ne serait pas posée. Ne serait pas posée, en tout cas avec autant d'acuité. Voilà. Maintenant, l'autre chose par rapport au gouvernement, il faut aussi regarder de l'autre côté. Parce que je pense que quand le gouvernement regarde, fait l'analyse de la situation, il va certainement se demander, au bout de 2-3 semaines, quels seront les impacts sur les finances publiques. Parce que c'est ça. Si l'UTS frappe au portefeuille du Burkinabé, de l'agent public, les mouvements aussi vont frapper le trésor public. Au trésor public. Et donc l'analyse va se faire là-bas. Maintenant, quel sera aussi, puisqu'il y a une grève, il y aura des mouvements, il y aura aussi des coupures pour faire de grève. Alors, quelle sera aussi la conséquence de ces coupures pour faire de grève là sur la détermination des fonctionnaires? Ça aussi, donc le gouvernement pourrait pratiquer une stratégie de l'usure. Oui. Non, je ne sais pas. On va regarder pour voir dans les semaines. Mais je pense que le dialogue, il faut que le gouvernement puisse privilégier le dialogue avec les organisations syndicales. Moi, je n'irai pas prendre les exemples en Angleterre ou aux États-Unis. Mais si je me réfère au Burkina, je vous dis qu'il y a des précédents, que ce soit sous Maurice ou même sous la Lamizana, où le syndicat a fait plier ou même fait tomber le gouvernement. Donc, parce qu'on l'a dit, dans notre contexte, les fonctionnaires sont l'administration, c'est eux qui détiennent, quasiment le gouvernement même est l'otage. Moi, je me demande à tel point, est-ce que dans la gouvernance du pays, on peut exclure les syndicats? C'est pas possible. Même l'opposition, si demain l'opposition venait, les travailleurs sont très organisés, ils sont très structurés, ils ont un pouvoir réel, un impact. Quand vous avez parlé même, il y a la justice. Déjà, quand on bloque même le fonctionnement, imaginez les conséquences. Sans compter au niveau donc des régies, ils ne pourront pas tenir. C'est pour cela que moi, je dis que je suis étonné que le gouvernement n'a rien fait, n'a pas développé des initiatives pour empêcher même la tenue de ce meeting. Et maintenant, nous sommes en train d'aller tout droit vers une grève. Parce qu'après le siège, c'est la grève générale, avec une continuité des dérapages. C'est totalement incompréhensible, parce qu'il n'y a pas d'issue. Le gouvernement se retrouvait dans une impasse. Non, il faut dire que la grève générale est encore moins dangereuse, si je peux dire, que par rapport à ce qui se passe actuellement. Actuellement, dans les services, c'est le ralenti total. Mais la grève générale, c'est pire parce qu'il y aura le blocage total. Le blocage total, on n'ouvre même pas les bureaux. Ça aussi, je crois que Maître de Tambela a donné des exemples. C'est bien, mais ces exemples-là ne peuvent pas tenir ici. Reagan et Margaret Thatcher, c'est autre gamme de dirigeants. Et puis, ce n'est pas les mêmes pays qu'au Burkina Faso. Si l'avion ne fonctionne pas aux États-Unis, il y a d'autres secteurs de l'économie
qui permettent à l'État américain de vivre. Là, c'est sectoriel. C'est sectoriel. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est pareil. Si vous partez en Allemagne avec IG Metall, vous allez voir, c'est un grand syndicat qui manifeste tout, mais l'État allemand ne sombre pas. Pourtant, c'est un syndicat, peut-être l'un des syndicats les plus puissants en France. Moi, quand j'étais étudiant, il y a eu une grève de la RATP pendant 1 mois. Mais l'État ne s'est pas sombré. Et tout on ça, a vu les gilets jaunes, tout ça. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Nous, notre pays n'est pas un grand pays, notre économie n'est pas une grande économie, donc notre pays ne peut pas souffrir des longues périodes de grève. Je pense que pour que la situation s'améliore, il faudra que le gouvernement lui-même revoie sa gouvernance et puis accepte de se mettre à table. L'idée chaque fois on va casser celui qui n'est pas d'accord, on le met de côté, celui qui n'est pas, on le fout à la mer, ça ne peut pas continuer éternellement. Ces époques sont dépassées, ça ne peut plus donner de fruits. Il faut que les gens puissent discuter, il faut que les ministres, le président et tout le monde essaient de revoir ce qu'ils gagnent et puis de ne pas faire croire que les fonctionnaires étaient les privilégiés du Burkina Faso. Ce n'est pas vrai. D'accord. Alors, moi, je voudrais continuer cette affaire, parce qu'on en parlera dans tous les cas, mais déjà, est-ce qu'on pourrait déjà dire un mot là-dessus, en même temps que la marche meeting donc de l'opposition et des syndicats a lieu, en même temps qu'a lieu aussi le congrès donc, du parti au pouvoir donc, qui remplit dans la cuvette du Palais des Sports un grand monde. Alors, on a en même temps 2 grands événements diamétralement opposés. On a le Premier ministre de l'autre côté, on a les travailleurs de l'autre côté. Moi, je voudrais que vous, en tant qu'analyste, votre sentiment et votre interprétation de cette parce qu'un passé récent, on a vu, les marches contre les marches pour, recto verso et tout ça. Est-ce qu'on est dans une disposition d'esprit que les acteurs vont se parler ou chacun fait à sa tête? Évariste. Moi, ça me fait sourire. Je pense que c'est peut-être le hasard du calendrier qui a fait que ces 2 événements coïncident. Mais c'est vrai, quand on regarde un peu pour le parti au pouvoir, il s'agissait donc de faire un congrès pour régulariser. Mais est-ce que... bon, apparemment, ils ont justifié leur position. Hein. Pour la position, en fait, du parti au pouvoir, ils n'entendent pas reculer parce qu'ils mettent ça sous le signe de l'équité et de la justice, en fait, fiscale. Et je ne pense pas pour eux. Peut-être qu'ils n'ont pas très bien évalué en fait les conséquences et les risques. Mais leur position est très claire là-dessus. Maître, bipolarisation de la société. Un côté, donc, le pouvoir, donc le gouvernement d'un côté, qui fait des congrès. De l'autre côté, les syndicats, les travailleurs qui sont dans la rue. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas l'autre, forcément. Ce n'est pas évident, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Hein. Il peut y avoir des échos. Et puis dire que c'est bipolarisation, bon, je ne suis pas aussi certain que ça. Il faut dire que c'est peut-être le gouvernement d'un côté et puis le peuple de l'autre. Parce que même ceux du MPP, là, ils sentent les coupures dans leur salaire. Donc, ils sont solidaires, n'est-ce pas, avec les marcheurs. Oui, mais est-ce que, par exemple, j'allais dire, politiquement, est-ce que c'est correct, comme ça, de laisser voir deux événements à la même date, quand on sait qu'il appartenait au gouvernement? C'est comme ce que Évariste a dit là. C'est-à-dire, je pense que c'est un hasard du calendrier. Parce qu'un congrès, ça ne se fixe pas à 1 semaine, 2 semaines de l'événement. C'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. On fixe les dates longtemps à l'avance, puisqu'il faut envoyer les convocations, il faut préparer les thèmes, etc., prévoir les intervenants, tout. Donc, je pense que c'est plutôt la marche des syndicats a été décidée il n'y a pas très longtemps. Voyez. Donc, c'est plutôt la marche des syndicats qui est venue coïncider avec le congrès du MPP. Donc, cela dit, n'est-ce pas, moi, je pense que le pouvoir en place va avoir un écho de ce qui s'est passé et maintenant, c'est déterminé. D'accord. Mais maintenant, quant à dire les choses là, je reviens à l'exemple que j'avais donné. Ça dépendra de la poigne du gouvernement. Si vous vous rappelez, la plus longue grève que nous avons vécue ici au Burkina Faso, c'est sous la Troisième République, sous le président Lemizana, où les enseignants ont fait 55 jours de grève. Et au bout de 55 jours, ils étaient prêts à reprendre le travail. Et c'est le coup d'État de Césaire qui est venu chambouler les choses. Sinon, après 55 jours de grève, ils étaient prêts. Ils n'avaient pas eu gain de cause. Et ils étaient prêts à reprendre le travail. D'accord. Et nous, était le coup d'État de Césaire, ils auraient repris le travail. Donc, non, je dis, comme les autres, c'était un hasard du calendrier. Alors, mais une date de congrès, ça se change, non? Bon, pourquoi changer? Parce qu'il y a une manifestation de travailleurs. Non, parce que là, c'est toute une logistique qu'ils mettent en place depuis des mois et tout. Moi, tout le problème n'est pas là-bas. Tout le problème, le MPP avait un problème à résoudre avec son récépissé.
Ça, c'est ce qu'on dit, parce que là, s'il ne faisait pas le renouvellement, c'était le problème de récépissé. Ça, tout le monde sait. Et puis, en plus, il n'y a pas eu un grand changement. D'accord, on n'est pas encore à ce niveau. C'était juste pour faire une comparaison des deux événements. Dans la lecture qu'on peut faire, politique bien sûr, est-ce qu'on lit que bon, le MPP, donc, qui est donc tributaire du gouvernement, estime que voilà, les syndicats n'ont qu'à marcher de l'autre côté, et nous aussi on fait notre congrès. Est-ce que c'est cette lecture qu'il faut avoir? Je suis d'accord avec M. Tambela et Silga quand ils disent que le congrès du CDP et du MPP était déjà programmé. Apparemment, Maître de Tambela était un grand connaisseur de l'organisation des congrès des partis politiques, donc il a bien dit comment ça fonctionne. Bon, ceci étant, on dit gouverner aussi, c'est prévoir. Quand on est aux affaires, on a le calendrier des événements en place. Donc, quand on prévoit quelque chose, et puis en même temps, on sait que on va toucher l'IUTS sur les indemnités des travailleurs. On sait très bien qu'ils ne vont pas rester tranquilles, et que ça va amener. Donc, l'un dans l'autre, je pense quand même que le MPP avait la possibilité de trouver les voies et moyens possibles. Mais ils étaient eux aussi coincés parce qu'il y a la question du récépissé. Parce que longtemps, Simon Compaoré est resté président par intérim. Je pense que si le MPP n'avait pas été au pouvoir, ce parti aurait connu un sort beaucoup plus chose. Merci. Mais je vais terminer pour dire tout simplement que j'ai écouté quelques discussions, notamment Simon Compaoré, avec toute la démagogie qu'on lui connaît. Il n'est pas prêt à reculer. Il passe de marché en marché pour tenter une fois de plus encore d'entuber les populations et pour faire passer. Merci Je pense que Ali, cette fois-ci, ça va pas passer. on avance sur notre second sujet. Il s'agit bien sûr de l'extradition de François Compaoré. Alors, on a vu donc ce décret-là qui a été signé par le Premier ministre français qui donne donc son accord pour l'extradition de François Compaoré, assorti quand même de conditionnalités adressées, de 6 conditionnalités adressées à l'exécutif burkinabé. Je ne pourrais pas les lire en tous, mais je prends peut-être M. François Compaoré aura accès à un service médical adapté tout au long de sa détention. M. François Compaoré pourra rencontrer son avocat ou toute personne en charge d'assurer sa défense et s'entretenir de manière confidentielle avec eux à chaque fois que l'intéressé ou ses conseils en formulant la demande. M. François Compaoré pourra exercer librement et sans restriction son culte. Alors c'est assorti de 6 conditionnalités. Alors maître, très rapidement, le décret a été signé. On a vu tous ceux qui sont engagés dans cette affaire, les acteurs, etc. Alors, qu'est-ce que concrètement ce décret va donner? François Compaoré sera-t-il extradé dans les jours à venir ou qu'est-ce qu'il y a comme procédure en interne par rapport à ce décret-là? Non, on n'a pas épuisé les recours. Il faut savoir qu'un décret est un texte réglementaire. Et un texte réglementaire peut être légal ou illégal, irrégulier ou régulier. Alors donc, quand ça ne cause pas grief, là, on n'y prête pas attention, mais quand ça peut causer un grief, il y a des recours. Donc, par exemple, ce décret, peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'un recours devant le Conseil d'État français pour voir, n'est-ce pas, sa régularité et sa légalité. Donc, c'est ça qui reste. Et quand le Conseil d'État français se sera prononcé, il y a aussi le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour éventuellement, en vertu de l'article 6, à supposer, n'est-ce pas, que le recours auprès du Conseil d'État n'aboutisse pas. Les avocats de François Compaoré peuvent toujours dire que la décision du Conseil d'État n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, et puis saisir la Convention européenne des droits de l'homme pour vérification, pour que la Convention se prononce sur la décision du Conseil d'État d'autoriser l'extradition de François Compaoré. Alors, il y a une procédure déjà en interne et puis en externe à la France, mais tout ça, ça nous met dans combien de temps à peu près? Non, on ne peut rien dire, parce que les décisions... 2 ans, 3 ans? Non, je ne crois pas, parce que là-bas, les décisions se prennent plus rapidement qu'ici au Burkina Faso. Si c'était au Burkina Faso, on pourrait penser à 10 ans, 15 ans. Mais même pour signer le décret, on a vu que c'est pratiquement une année. Non, ça, c'est politique. D'accord. Est-ce que ça dépend des pressions, des groupes de pression? Sinon, par exemple, la signature du décret était inévitable. À partir du moment où la Cour de cassation s'était prononcée, la signature du décret était inévitable. Le reste, maintenant, était une question de temps.
Et maintenant, des questions d'alliance, de pression politique, d'opportunité, etc. Donc ça ne doit pas se prendre. Ali Compaoré, est-ce que cette signature de décret a un lien, comme certains essaient de faire une relation avec la situation au Burkina, et que ce serait politique, diplomatique, une façon simplement, pour le gouvernement, le pouvoir en place au Burkina Faso, d'atténuer un peu l'effet du mouvement social? Bon, je ne sais pas si ça... C'est juste parce que je ne suis pas dans les coulisses de cette affaire. Mais je suis journaliste, j'ai essayé aussi de comprendre un certain nombre de choses. Si le petit frère Bama était là, et il est journaliste d'investigation, il a beaucoup plus d'éléments que moi pour trouver ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai appris dans les coulisses aussi, c'est que notre gouvernement a également expliqué au gouvernement français que le sentiment anti-français était aussi lié à cette affaire de François Compaoré et qu'une extradition pourrait améliorer son image de marque. Bon, ça, c'est ce que j'ai appris par là. Ce n'est pas des éléments sur lesquels on peut réellement se fonder pour discuter. Mais comme Maître de Tambela l'a dit, il y a eu déjà une décision de justice qui a été prise. Et il restait maintenant au Premier ministre français de signer. Il a signé. Il y a encore de la procédure qui suit. Attendons de voir ce que les procédures là vont donner. Mais il est tout à fait clair que Macron, quand il était ici, et je cite, « Je vais vous l'amener ». Donc la fameuse phrase « Je vais vous l'amener » peut penser effectivement que le politique joue un rôle très important dans ce dossier. Parfait, Silga. Je pense que vouloir approcher l'actualité nationale à la signature du décret là est malhonnête. Parce qu'en réalité, il y a une procédure. C'est une analyse, les gens sont libres de dire, les gens sont libres d'interpréter. Je suis libre aussi. Il y a un événement au Burkina qui est là. Est-ce que ça ne pourrait pas? Je suis libre de faire aussi un commentaire. Oui, mais n'est pas dit que c'est malhonnête parce que c'est une injure, la malhonnêteté. Non, oui, c'est une injure de le dire. Ce n'est pas une injure. Si, de le dire, c'est une injure. Il faut faire une analyse objective sur la question. Je fais une analyse objective. Je dis, la procédure suit son cours et tout le monde sait que tôt ou tard, on va aboutir à ce décret. Quand on regarde un peu comment les choses se sont passées. Donc, vouloir dire que c'est tombé au moment où il y a l'affaire de l'UTS pour permettre au gouvernement de se sauver, de sauver la face, non. Pour moi, ce n'est pas bon de dire. Il y a une procédure qui est là. Tout ce qu'il faut demander, tous les supporters de François Compaoré doivent demander à ce qu'il lui soit permis d'avoir tous les éléments, les moyens de la défense nécessaires afin qu'il puisse se défendre. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quand il va revenir ici, qu'on puisse lui permettre de se défendre comme il se doit. Pour moi, c'est ça qui est la chose. Maintenant, quand on parle des recours là, je me demande si le recours, par exemple, à la Cour de cassation, est-ce que c'est suspensif du décret? C'est une question peut-être que... Bien sûr. Maître, rapidement, c'est suspensif. Oui, c'est suspensif. Okay. Alors, Évariste, c'est beaucoup terminé sur c'est vrai on peut se poser la question sur l'opportunité en fait de cette décision, même si ce n'est qu'une étape. On sait très bien, effectivement, nous savons très bien actuellement, on a vu, puisque quand on se rappelle, on remonte un peu comment est-ce que la célérité avec laquelle le gouvernement actuel a tout fait pour pouvoir remplir les conditions de l'extradition. Chose qui nous fait sourire parce qu'en même temps on ne comprend pas, parce qu'il y a eu il y a des personnes en fait de ce gouvernement au moment des faits qui ont tout fait pour empêcher les marches et qui devaient aboutir donc à la manifestation. Maintenant, parce que le contexte a changé, tout ça pose encore des flous sur la possibilité d'un procès juste et équitable. Maintenant, c'est vrai que les conditionnalités assorties par le décret, il n'y a rien d'exceptionnel. En principe, c'est des conditions en fait, que tout prévenu, tout détenu devrait donc avoir. Mais pour moi, en fait, c'est vrai, à cette étape-là, on peut dire que François Compaoré a peut-être perdu une bataille. Mais puisque la procédure n'est pas terminée... Non, moi, je voulais ajouter quelque chose. Quand Silga parle de supporters de François Compaoré, moi, je pensais que c'était une question de justice. Je ne voyais pas ça en termes de Asfa Yenega contre EFO. Je pense que c'est un peu minimiser l'aspect des choses. Et puis, tout à l'heure, il a employé un mot quand on lui a dit que c'était pas gentil. Je pense qu'il banalise l'affaire de Norbert Zongo. Et c'est symptomatique de tous ceux comme lui qui croient que c'est la bonne opération pour eux de faire ce qu'ils veulent. Merci Ali. C'est pas une question d'opération. On va avancer sur le sujet. C'est une question de justice. Moi, j'ai dit, on a une procédure
qui était engagée. Et tout le monde sait que la procédure va arriver au décret d'extradition. Maintenant, dire que le décret d'extradition est tombé comme une aubaine pour... Non, ce n'est pas comme ça. Non. Merci. On continue, chacun son interprétation ici. Alors, merci. On va terminer avec le plan national, bien sûr, le 3e congrès ordinaire du Mouvement pour le Peuple et le Progrès. MPP, donc, qui s'est tenu hier seulement, hein, donc, ou qui s'est terminé hier seulement, du 6 au 7. Alors, grande surprise ou petite surprise, en tout cas, Simon Compaoré, pendant 2 ans, président par intérim, s'est vu donc titularisé maintenant, il est le président du MPP. Et alors, qu'est-ce que le MPP n'a pas changé d'organe dirigeant, vraiment, tout le monde est revenu, on ne change pas peut-être une équipe qui gagne. Ali Compaoré. Bon, ça c'est... Celui qui pensait que Simon n'allait pas être président du MPP à ce congrès-là, bon, je ne sais pas comment il voit les choses. Si Simon n'était pas président de ce congrès, le MPP aurait éclaté hier soir seulement. On se souvient que le CDP a eu des problèmes lorsqu'il a débarqué Simon, Salif et Roch au même moment. Et moi, j'étais à ce congrès, je les ai vus sortir de la salle des congrès. En tant que journaliste? Oui, non, même en tant que chose, mais je les ai vus sortir. Et vraiment, je connais un peu, je les connais tous, hein. Je connais comment ils se comportent. J'étais avec un collègue, je disais, ça là, ça va nifler les heures qui suivent. Quelque temps après, on a vu que Simon a fait un accident sur l'échangeur. J'ai dit, ça, ce n'est que le début des affaires. Donc, Marc-Christian Kabore, il a tiré les leçons de cela. Faire sortir Simon, c'est pas bien. Ça, c'est leur côté un peu subjectif. Maintenant, ils sont à l'approche d'une échéance électorale importante. Ils ne veulent pas chambouler les choses. Mais ce qui me paraît qui est étonnant dans leur affaire, c'est que pendant longtemps, dans ce parti ou bien dans beaucoup de discours ou de trucs, on a parlé de génération, de faire monter les jeunes, de ceci, de cela. Et ce côté, les jeunes-là sont restés sont cantonnés dans leur rôle de... Voilà, le responsable de la jeunesse, c'est Bachir Ismaël Ouedraogo, le responsable de la communication, Pascal Yembouani Tchombiano. Bon, tout ça, il n'y a pas eu de grand changement. Et que le MPP, ce qu'il a reproché au CDP à l'époque, bon, il est dedans. Hein. Ça veut dire que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et que, bon, c'est un congrès juste pour légaliser le récépissé. Moi, je n'attendais pas grand-chose à ce congrès. À un moment donné, on a pensé que Bala Sakandé allait pouvoir bouger les lignes, mais rapidement, j'ai vu qu'il est rentré dans les rangs. Et, bon, donc, c'est un congrès qui s'est tenu normalement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Parfait, Silga. Tout s'est passé normalement. On avait vu quand même beaucoup de soubresauts, on va dire comme ça. Il y avait quand même un peu de bruit quand même au MPP. On pariait sur l'éclatement du parti, on pariait sur le manque de cohésion, on parlait sur des velléités de départ au niveau du sommet, des ambitions des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est un MPP avec une direction conduite par... Est-ce qu'il pouvait en être autrement, tel que Ali le disait? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu être président du MPP à la place de Simon Compaoré? À moins de se faire à Rakiri, je n'imagine pas un parti qui est au pouvoir faire un grand chamboulement à quelques mois des élections. Ça, c'est clair. Parce que là, il faut éviter, quand on est dans un parti comme ça, de faire des mécontents. Parce que si vous avez une masse critique de mécontents à quelques mois des élections, ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont vous combattre. De l'intérieur. Et ça, c'est très dangereux. Mais est-ce que ça voudrait dire que le statu quo est gardé, pas parce que celui qui est élu, il le mérite, mais parce qu'on a peur des incertitudes? Non. Mais je ne crois pas que le MPP avait sécrété quelqu'un de la trempe de Simon pour pouvoir le remplacer à ce congrès. Et puis, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est-à-dire que là, on a à quelques mois des échéances. Il faut permettre aussi à ce que dans les différents courants, la sérénité puisse rester. Je reviens sur l'affaire des jeunes pour dire, moi, je n'ai jamais cru qu'une génération passe la main à une autre. Moi, je n'ai jamais cru à cette hypothèse. Moi, j'ai dit, les jeunes doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, s'ils attendent à ce que la génération
1980 leur cède facilement la place, comme on cède la place à quelqu'un qui est plus vieux. Mais là, ils vont attendre encore pendant Là, on n'est longtemps. plus vraiment par le temps. Maître, très rapidement, en 30 secondes, et puis Évariste va clôturer sur le sujet du MPP. Simon Compaoré confirmé, le MPP n'a pas changé son organe. Alors, non, Simon Compaoré, sauf s'il ne voulait pas rempiler, je ne vois pas qui aurait pu prendre la place de Simon Compaoré. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ont créé les MPP, ce sont les trois, Roch, Salif et puis Simon. Et quand on parle de Bala Sakandé, etc., c'est bien, mais Bala Sakandé est très jeune dans le mouvement politique. Et il n'a pas l'ancrage qu'il faut pour chambouler les choses pour le moment au MPP. Et ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc il est en train de se fourber ses propres armes. Donc je ne vois pas comment on aurait pu faire les choses autrement. Sans oublier que, comme Parfait l'a souligné, il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Oui. Maintenant, dire que faire la place aux jeunes, etc., je suis d'accord avec Parfait parce que c'est aux jeunes de se battre pour prendre la place. Quand Alassane dit que lui, il veut laisser la place aux jeunes, etc., ça, c'est un peu de démagogie. On va revenir sur ça. on va pas les mettre déjà en avance. Non, très rapidement. Parlant de faire la place aux jeunes, on sait très bien comment les jeunes révolutionnaires ont chassé les plus anciens. Ah oui, ça ne se donne pas, ce n'est pas un cadeau. Maintenant, c'est vrai que non, pour revenir au Congrès, c'est vrai. Non, moi je dis que tout simplement, parce que quand on voit au sortir Simon Compaoré tout enthousiaste, grand sourire, ben, il se positionne pour remplacer M. Roch-Marc Christian Caboret. Donc, candidat en 2020 ou en 2025 après, bien sûr, parce que lui, il est dans la logique. Pour eux, 2020, c'est déjà plié. Donc, je suppose, lui, étant un des fondateurs historiques, Salif n'étant plus là, ben, il se positionne maintenant pour remplacer. En 2025, voilà. D'accord. Alors, non, merci. N'oubliez pas que Simon Compaoré a déjà eu à dire à Savane FM qu'il va laisser la place aux jeunes. Mais il a répété. Ils font le contraire de ce qu'ils disent. D'accord, merci à vous. On a au thème des sujets au plan national. La Côte d'Ivoire, vous avez dit commencer tantôt. Avant de prendre nos téléspectateurs, très rapidement, un mot ensemble sur la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est non partant. Il a déclaré que il va transférer le pouvoir à la jeune génération. Déjà, ça pose des problèmes. Les gens estiment que le fait de vouloir transférer, c'est le fait de vouloir choisir qui il voudrait pour diriger, alors que ça, je fais référence au discours de Guillaume Soro en exil, qui a dit que le fait de vouloir transférer, c'est le fait de vouloir lui-même choisir qui doit le faire, et que cela, c'est une contorsion. Il appartient au peuple de choisir son dirigeant et non pas à quelqu'un de transférer au nom du peuple le pouvoir. Et deuxième élément, c'est la révision de la Constitution en Côte d'Ivoire, où l'affaire du vice-président revient, qui n'est plus élu sur une liste unique avec le président candidat, mais qui est plutôt nommé par la suite par le président nouvellement élu. Alors, est-ce que Ouattara a donné une chose de la droite et retiré de la gauche par ailleurs? Ali Compaoré, très rapidement. Bon, de façon étymologique, si on prend le mot transférer, Guillaume Soro n'a pas totalement tort. Mais je pense que c'est un langage pour dire tout simplement qu'il ne sera pas là, qu'il va laisser la place à des gens beaucoup plus jeunes que lui pour briguer le suffrage présidentiel. Mais comment il peut le faire si lui n'est pas là? Les gens sont libres de venir. Oui, les gens sont libres de venir, mais il dit qu'il va transférer. On va voir au sein du RHDP, parce que là-bas, il y a beaucoup de velléités. On parle du ministre des Affaires étrangères à Montano, on parle de Ahmed Bakayoko, on parle de Gon Coulibaly, qui est un peu plus âgé aussi, mais on parle aussi de beaucoup de gens qui pourraient. Puis quand on regarde au sein du PDCI-RDA, on parle de Billon, de beaucoup d'autres personnes. Il y a Guillaume Soro aussi qui est dehors, mais qui n'en démord pas. Donc je pense que pour la Côte d'Ivoire, et puis vous venez de poser un problème important, les réformes électorales qui vont se faire dedans, le président sera élu et puis il va nommer le vice-président. Bon, beaucoup de gens ont vu un scénario à la Poutine-Medvedev. Bon, donc du coup, ça pose... Bon, le président Alassane n'est pas candidat à sa propre... Tout le monde a applaudi, mais je pense que pour la Côte d'Ivoire, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant, c'est d'ouvrir réellement le jeu politique afin que tout le monde puisse participer pour ne pas que ce pays retombe encore d'une manière ou d'une autre dans ouvrir tout le jeu pour que tout le monde puisse participer. Voilà. Ça, moi, j'ai quand même des soucis, mais ce que je salue dans sa décision, parce qu'il faut aussi voir dans le fait de vouloir transférer à une nouvelle génération l'exclusion automatique aussi, je pense. Des vieux incapables qui sont à la base, qui ont été à la base. Donc, en fait, ils vont tous prendre leur retraite ensemble. Maintenant, c'est vrai, bon, c'est faire un mauvais procès que de dire qu'il n'a pas la compétence de transférer, de choisir qui. Non, parce qu'il y aura des élections. C'est le peuple ivoirien, le corps électoral qui va aller voter. Mais c'est vrai, il va créer les conditions à travers les réformes pour peut-être
permettre ce transfert. Alors, mais la nouvelle constitution que Ouattara propose, d'abord, c'est 35 ans, l'âge révolu pour être candidat à la présidentielle, c'est pas... Ça, c'est minimum. 30 ans. La limite. Il faut avoir 30 ans pour commencer. Minimum, mais le plancher maintenant, c'est ça. Voilà. Alors, oui, parfait, c'est La bien. limite, c'est 80. Alors, pour certains, Ouattara veut faire comme Poutine, parce que ce serait gênant qu'ils disent qu'il n'est pas candidat et qu'on le retrouve en couple sur la liste de candidature de peut-être Gon Coulibaly, comme certains le disent. Mais Ouattara, pour certains donc, qui se projettent déjà, c'est que Ouattara sera nommé vice-président par la suite. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Moi je dis qu'il faut être naïf pour croire au président Alassane Ouattara quand il dit qu'il va transférer le pouvoir. Ouattara, en tout cas selon des informations concordantes, prépare Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas la jeune génération. Il a 62 ans. Ce n'est pas la jeune génération. Il a 62 ans, ce n'est pas jeune en politique. Non, 62 ans. Par rapport à 80 de Didier. Oui, mais et par rapport à Kakabe ou par rapport à Guillaume Soro. Oui, mais 62 ans. Quand on dit la jeunesse, il faut savoir où ça s'arrête en politique. Non, l'âge politique de la jeunesse. 62 ans, je suis désolé, 62 ans, ce n'est pas la jeunesse. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? La révision constitutionnelle, là, il veut barrer la route. Alors, Bédier, tout le monde sait. Mais peut-être qu'il faut même temps, préciser quelque chose. Ouattara dit qu'il va transférer le pouvoir à la jeune génération. Il n'a pas dit à la jeunesse. Faut pas... Oui. À la jeune génération, à une autre génération, bien sûr. D'accord. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin, si vous êtes vraiment sincère, de le dire. Voilà. D'accord, merci. Le reste, c'est le parti qui va gérer. Le reste, c'est le peuple ivoirien qui va élire celui qui semble le plus expérimenté pour... Merci. Peut-être qu'il est beaucoup plus volontariste. Oui, maître, on va prendre notre premier téléspectateur et puis on vous donnera l'occasion d'en parler. Notre premier téléspectateur, M. Soma Thomas. Il est à Niangologo. Il est sur la marche anti-UTS. Bonjour à vous. Oui, je ne sais pas Thomas, je suis Thomas, son fils Éloi. Ce n'est pas Thomas, c'est Éloi. Voilà, Éloi. D'accord, autant pour nous. Hein. Voilà. Allez-y pour votre intervention. Voilà, donc je voulais tout simplement appeler mes compatriotes qui sont burkinabés, que nous sommes tous burkinabés et Burkina Faso nous appartient à tous. Donc, je vais parler de ceux qui sont en train de manifester. De regarder la souffrance de notre pays et maintenant essayer de mettre un peu d'eau dans l'air. En même temps, je réponds à mon journaliste qui est à côté de vous, M. Compaoré. Il a dit qu'on n'est pas fonctionnaire pour soi-même, mais on est fonctionnaire pour tout le monde. À toi, je lui dis merci, lui il est fonctionnaire pour nous tous. Mais en même temps, je l'apprends qu'il y a des fonctionnaires qui sont fonctionnaires qui touchent plus de 700 000 francs CFA et maintenant leurs propres frères mères avec ordonnance de 10 000. Donc, je vais dire ça pour dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont fonctionnaires pour eux d'abord. Donc maintenant, accepter de payer des impôts, si on vous dit de payer des impôts. Mais maintenant, comment les impôts sont partis? Si c'est mal parti, ça c'est un autre débat. Mais on ne peut pas prendre les deux débats, venir mettre ça ensemble pour pouvoir justifier le refus de payer impôts parce que les impôts sont mal utilisés. Monsieur Soma, je les demande pardon, oui. Monsieur Soma, oui. Au cours de la marche meeting, il a été dit que un ministre qui doit toucher au terme du décret qui fixe les émoluments des ministres et autorités, il avait 1 155 000 francs, mais au finish, il est payé à 2 900 000 francs. Et ce décret est, sur la plupart des ministres, ce décret n'est pas respecté. Mais donc, je vous ai bien compris, parce que j'ai écouté ce monsieur à travers votre antenne. Mais je vais dire tout simplement, si la marche était sur ça, peut-être moi-même je serais sur la rue, dans la rue en train de marcher. Mais la marche n'est pas sur ça. La marche nous montre clairement qu'ils refusent de payer des impôts. C'est ça qui est le vrai problème. D'accord. Ce n'est pas parce que les autres sont payés et que les autres sont payés au lieu d'être payés à 100 000, ils sont payés à 200 000. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ça veut dire que si on ne coupait pas leur argent, il n'allait pas avoir de manifestation. Même si les gens devaient être payés à 1 million, ils sont payés à 10 millions avec l'argent du Burkina parce que personne n'allait manifester. D'accord. Donc, il faut qu'on parle clairement pourquoi les gens... Merci. Maintenant, la dame, je vais répondre en même temps à la dame. Merci, M. Soma. On ne va pas vous laisser tout le temps de parler. Merci à vous. On vous a compris. Merci. Vous appelez de très loin. Donc, merci pour avoir donné votre point de vue.
Très rapidement, avant qu'Ali ne revienne sur l'interpellation, je crois que c'est une question de compréhension. Maître, très rapidement. Non, je voulais dire que, bon, pour revenir à la Côte d'Ivoire, puisque je n'avais pu me prononcer, il faut dire qu'Alassane Ouattara avait même dit, entre-temps, qu'il n'allait même pas faire un deuxième mandat. Voilà, parce qu'il a ses affaires à gérer, etc. Et que un seul mandat, ça lui suffisait. Donc, sur ce plan, on peut le comprendre, parce qu'il a d'autres affaires à gérer. Mais cela dit, on ne cède pas le pouvoir gratuitement comme ça. Il y a la pression aussi. Ouais. Et quand il dit qu'il veut transférer le pouvoir à la jeunesse, à une jeune génération, il a tout verrouillé pour que ce soit la génération que lui il veut là, qui ait le pouvoir. Sinon, il aurait ouvert le système. Sans doute qu'il y a quelque chose à reprocher à Guillaume Soro, mais on n'en serait pas arrivé là. Mais le vrai problème, c'est que Alassane ne voudrait même pas que Guillaume Soro ait une chance minime pour lui succéder. Donc ça veut dire qu'il transfère le pouvoir à une certaine jeunesse, mais tout en voulant exclure une autre forme de jeunesse. Donc là, il exclut une forme de jeunesse, il exclut là aussi les gens de sa génération, de toutes les façons. Donc finalement... C'est pas assez démocratique, parce que la démocratie aurait voulu que les jeux soient ouverts et qu'on laisse le peuple ivoirien choisir librement qui il veut. Merci, merci Maître Kilem. Oui, on va prendre le deuxième téléspectateur, mais... Bon, j'ai écouté M. Éloi, j'ai dit tout simplement que tous les fonctionnaires qui reçoivent leur salaire, ce n'est pas qu'entre eux, ils partagent aussi avec certaines personnes. C'est au sens de la solidarité africaine. Voilà. Maintenant qu'il y ait quelques fonctionnaires qui ne partagent pas avec leur famille, bon, mais ça arrive. D'accord. S'il en fait partie, je suis désolé, il n'a qu'à rejoindre le bon camp. Merci. Deuxième téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, à Ouagadougou, sur l'extradition de François Compaoré. Allô? Oui, allez-y, M. Ouedraogo. Ok, merci. Bon, par rapport au timing évoqué par certains, à ce niveau, bon, moi je voulais dire que je n'ai aucune raison de croire que le décret a été signé juste pour des questions politiques, des questions internes à la politique burkinabé. La preuve, c'est que je sais bien que le décret a été signé bien avant la marche. Le 21 février. Allô? Le 21 février. Voilà. Mais qui pouvait à ce moment présager que, bon, on allait aller jusqu'à un meeting, une marche meeting, comment on appelle ça, le 7 février. Mais vous voyez, vous avez bien vu la mobilisation. Ça veut dire que si c'était pour faire plaisir à la population burkinabé, pour que, voilà, ça atténue un peu la situation politique au Burkina, mais c'est peine perdue. Donc je ne crois pas à cette raison. Mais ce que je n'ai pas du tout aimé, vous savez, quand la Cour de cassation a donné son verdict, on est en train de prendre pratiquement une année pour prendre un décret. Moi, je me pose la question, est-ce que la France n'est pas en train de s'aligner sur les desiderata des avocats qui estiment qu'ils ne veulent pas qu'il y ait procès? Ils sont en train de tout faire pour ne pas qu'il y ait procès, bien entendu, bien avant les élections présidentielles au Burkina. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre la position de la France à ce niveau. Bon, c'est comme tout l'air que bon, ils sont en train de jouer double jeu, ils veulent satisfaire de tous les côtés, et les avocats, et la partie civile, et l'autre partie. Bon, je n'arrive pas à comprendre le jeu. Sinon, pour moi, on n'a pas besoin, à partir du moment où la justice française a donné la Cour de cassation a donné son verdict, qui me dit quand même bien avant qu'il donne son verdict, tout devait être préparé. Soit on signe le décret, soit on ne signe pas le décret. Monsieur Ouedraogo, en la matière, il faut souvent aussi peut-être voir s'il y a des délais qui sont donnés. En la matière, il n'y a pas de délai. Donc le gouvernement français est vraiment à tout le loisir de prendre le temps qu'il lui faut. Donc est-ce qu'on peut estimer que c'est une façon de faire la part belle aux avocats que de laisser aussi durer? Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Oui, non, cela dit, moi je comprends le téléspectateur. Parce qu'il y a des cas où, entre la décision de justice et le décret, il ne se passe pas une semaine.
Parfois, même c'est dans les 48 heures. Et la personne est extradée. Alors, ici, la décision, c'était en juin 2019, si je crois. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le temps mis peut nous permettre de se poser des questions. D'accord. Il faut dire que le décret, maintenant, obéit à des motivations politico-sociales. D'accord. Donc, est-ce que cela ne justifie pas aussi que d'autres aient voulu, dans un autre sens, penser que si ça a mis tout ce temps et que c'est maintenant là qu'on le signe et que ça pourrait avoir aussi des motivations politiques d'ailleurs? Alors, oui. Motivation politique, moi, je n'en pense pas du tout parce qu'il n'y a pas une imposition de délai. Donc, le gouvernement français était libre même de signer ce décret. Mais bien sûr, lui-même, Maître même lui-même a fait référence à plusieurs éléments d'appréciation, parce que le décret, c'est un acte... L'opportunité. Voilà, c'est ça. Donc, politique et diplomatique, parce qu'il est question de deux pays. Voilà, on ne peut pas venir faire un procès au gouvernement français d'avoir signé ce décret un an après, ou je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a la suite. Et dans cette suite-là, personne ne maîtrise le délai. Hein. On ne maîtrise pas le délai de réponse du Conseil d'État, encore moins de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes partis encore. C'est ça, j'ai dit, c'est une bataille qu'ils ont perdue, mais la guerre, je ne sais pas encore. Non, moi, je pense qu'en prenant aussi du temps pour résoudre ça, c'est parce qu'il y a aussi la volonté de rendre une vraie justice, afin qu'au sortir de cette affaire-là, qu'il n'y ait pas encore des zones d'ombre. Voilà. Comme dirait quelqu'un, il faut éviter de faire de François Compaoré le Gérard Dreyfus burkinabé, parce que, bon, c'est là. Donc, moi, je pense qu'en prenant le temps de tout toucher, ça nous permettra, si procès il y a, que le procès se tienne très bien avec toutes les garanties, que le monsieur qui est en face de la justice est réellement celui qui a commis la faute, et que s'il est jugé, la sanction qui est donnée parce que tu as commis une faute, et non pas parce que tu es le petit frère du président Compaoré, pas parce que tu es ceci, mais parce que tu es un justiciable comme X ou Y qui a commis une faute. Donc, donnons le temps au temps pour que justice soit rendue à bon moment. Une précision, hein. Oui. On ne comparait pas devant la justice parce qu'on a commis une faute. Non, on comparait parce qu'on est accusé. Il y a des indices. Voilà. Parce qu'il y a des indices. Et la preuve est qu'on peut être disculpé en justice. Donc, c'est pas nécessaire. Oui, non, mais quand je dis une faute, vous faites bien de rectifier. Je n'ai pas le vocabulaire juridique, mais c'est pour vous dire si vous n'êtes pas là-bas... S'il y a des griefs. Voilà, si vous n'êtes pas là-bas, c'est parce qu'on ne vous reproche de rien. Donc si quelqu'un est là, c'est parce qu'il y a quelques éléments. Voilà. D'accord. On prend notre dernier téléspectateur, M. Mahamadi Ouedraogo, qui appelle de Waïgouya, également suit la marche anti-UTS. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Merci à vous de nous prendre en marche. Voilà, je voulais effectivement intervenir sur la question de l'ITS. Bon, d'abord, je voulais que le gouvernement comprenne que les différentes communications tendant à présenter les syndicats comme des citoyens qui ne veulent pas payer leurs impôts, bon, c'est un mauvais procès. Du moment où sur chaque bulletin de fonctionnaire, il y a d'impôts qui est prélevé sur le salaire. Donc, en conséquence, ils doivent tirer des leçons. Voilà, le gouvernement doit tirer des leçons de toutes les luttes des syndicats qui ont mené à des chutes de régime. Si on prend le 3 janvier 1966, c'était les syndicats qui ont fait chuter le régime de Maurice. Les 52 jours de grève sous la Troisième République qui ont conduit à la chute de la Midjana, encore les syndicats. Et récemment, en 2015, il a fallu que l'IAS lance un mot d'ordre grève illimitée pour paralyser toute l'administration et faire échec au coup d'État du général Guembiri. Donc, le gouvernement actuel doit savoir quel est le poids des syndicats dans notre pays. Donc ça, ils ont toujours la chance de se rattraper, de prendre la bonne mesure pour éviter, je ne dirais pas le reste. Merci. Merci, M. Mamadou Ouedraogo. Évariste Konsebo, est-ce que ça voudrait dire qu'on est parti pour un non-retour où il faut vraiment que ce soit à la fin l'annulation pure et dure comme les syndicats le prônent de l'UTS ou alors blocage complet? L'annulation, je n'y crois pas parce que quitte encore du secteur privé. Parce que n'oubliez pas que le problème a été soulevé. D'abord, c'est les syndicats qui ont introduit donc, le dossier pour qu'on exonère les indemnités du secteur privé. Et à la suite de quoi donc, le gouvernement a décidé maintenant d'imposer les indemnités donc, du public. Maintenant, est-ce que dire que le gouvernement va décider de supprimer, donc on va le supprimer pour tout le monde?
Or, je pense. Mais c'est ce que les syndicats disent, qu'il faut supprimer et pour le public, pour le parapublic et le privé. Je pense qu'il faut trouver une solution. Je voulais juste dire un mot sur les affaires des... Bon, moi, ça pose aussi le fait de la compétence des syndicats au Burkina Faso. Parce qu'ils passent beaucoup plus de temps à travailler sur les indemnités. Or, on sait très bien que quand un fonctionnaire va à la retraite, on lui retire tous ses indemnités. C'est le salaire de base. Moi, je voyais souvent les syndicats au niveau de la télé, les gens jubilaient, oui, on nous a donné des indemnités, des vêtements, des trucs, alors qu'on sait très bien qu'un bon costume ne coûte pas 30 000 francs. Mais ils étaient contents parce qu'à la fin du mois, il y avait 30 000 francs de plus. Ils étaient contents parce qu'il y avait 10 000 francs, 15 000 francs. À la fin, ils ont un salaire de 400, 500, 600 000 francs. Ils croient qu'ils ont un gros salaire. Je dis, mais regardez le salaire de base en haut, plus d'eau. Bon, mais peut-être que ça permet d'investir pendant qu'on travaille. Oui, mais donc il faudra aussi que nos syndicalistes travaillent sérieusement sur le salaire de base et que de cesse de nous emmerder sur les indemnités qui, quelquefois... Tout le monde n'arrive pas Voilà à la pourquoi. retraite. Voilà pourquoi. Même si on n'arrive pas à la retraite, il y a au moins le salaire de base qui permet de choses. Je pense qu'il faut que les syndicats aussi travaillent très sérieusement sur leur dossier et puis ne pas chercher à grappiller des petits trucs de gauche à droite. Je deviens DG, j'ai la V8, j'ai ceci, cela. On me débarque de mon poste de DG, je deviens un homme fâché en bas et j'emmerde les gens. Voilà pourquoi le dossier le plus important, c'est la remise à plat des rémunérations. Sur la base de ça, on peut dire, certes, vous n'allez plus avoir beaucoup d'indemnités, mais on va procéder à une augmentation du salaire qui, pour moi, me semble la chose la plus importante pour un salarié. D'accord. C'est vrai que je pense que sur le chapitre de la clochardisation des fonctionnaires ou des travailleurs, ce n'est pas l'histoire d'extendre les UTS aux indemnités, hein, mais il y a grave, il y a plus grave, parce que puisque quand vous allez à la retraite, vous n'avez plus vos indemnités. On calcule votre retraite sur votre salaire de base, qui ne signifie absolument rien. Et c'est en ce moment-là qu'on clochardise le travailleur burkinabé. Pire, quels sont les services qui sont offerts au niveau de la sécurité sociale? Il n'y a pas d'assurance maladie. Donc, vous allez prendre la retraite pour aller maximum, votre espérance de vie ne dépassera pas 5 ans. Et c'est là que mais qu'est-ce qui explique cette gymnastique pour... Le syndicat devrait plutôt travailler à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui explique cette gymnastique? Parce que augmenter le salaire de base, c'est plus compliqué avec les institutions financières, mais des indemnités, ça se comprend, ça s'explique. C'est un jeu. Mais ça a toujours été les revendications c'est plus facile. C'est ça aussi. Et l'État s'embarque dedans parce que, en réalité... ça ne lui coûte rien. Dans la masse salariale, en fait. C'est un jeu d'écriture. Il faut dire que c'est une mauvaise gouvernance et un manque de vision. Parce qu'on n'est pas obligé d'augmenter les salaires. Hein. Tout dépend du coût de la vie. On peut ne pas avoir des salaires élevés, mais ça dépend de ce que tu peux faire avec ton salaire dans la société. C'est la valeur du salaire. Voilà. Le vrai problème ici, c'est quoi? Regardez des parcelles qui coûtent des milliards. Vous voulez que les jeunes fonctionnaires qui commencent, il ait une parcelle comment? Combien? Regardez par exemple au niveau de la scolarité, au niveau des soins. Si tous ces problèmes sont réglés, par exemple, même un petit salaire, tu peux vivre correctement. Voilà. Donc le vrai problème, c'est pour ça que j'appelle, n'est-ce pas, à la remise à plat des rémunérations, une conférence nationale. Les gens vont poser les vrais problèmes. Les rémunérations et les prix aussi. Une gouvernance sociale. Les gens vont poser les vrais problèmes de telle sorte que les taux que le gouvernement va arrêter puissent permettre aux gens de faire face aux nécessités de la vie. Voilà, sans problème. C'est ça. Merci à vous, merci d'avoir pris part à cette... Merci d'avoir pris part à cette émission. Je remercie tous ceux qui nous suivent ce matin autour de cette table. Donc j'étais avec Ali Mamadou Kompaoré, les journalistes en poste à Sidoya. Merci Ali Kompaoré d'être venu sur ce plateau. Il y a une autre affectation qui m'envoie au secrétaire général du ministère. Ah bon, d'accord, ça c'est nouveau. Ça c'est bien. Parfait Silga, il est journaliste. Je me rapproche effectivement. Merci Parfait d'être venu sur ce plateau. Juste à côté, Maître Apollinaire Tambela, Kielem de Tambela, donc il est avocat inscrit au barreau, le président du CRI qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Et puis dernier invité, Évariste Faustin Consembo, il est donc chroniqueur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme, et également premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. À vous tous, nous disons au revoir à la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.